Alors, comme vous l'avez déjà dit, ça va me gagner du temps. Je m'intéresse un peu au langage et je vais commencer par une citation un peu d'autorité, une citation de Cicéron. Le lien de cette société, c'est la raison et le langage. Grâce à eux, on s'instruit et l'on enseigne, l'on communique, l'on discute, l'on juge, ce qui rapproche les hommes les uns des autres et les unit dans une sorte de société naturelle. Alors le problème qui m'intéresse, c'est que dans la crise que nous vivons, enfin je ne sais pas si c'est le mot qu'il faut, enfin, le mal-être, il y a un élément qui m'intéresse beaucoup, c'est le brouillard linguistique. Nous sommes dans un brouillard linguistique. Alors je pense que ça ne va pas vous surprendre parce que vous avez écrit « Les mots et eux-mêmes perdent leur stabilité sémantique. Quand on perd le sens des mots, on perd le sens commun. Et quand on perd le monde commun, on perd les valeurs partagées et on devient fou. Lâchez la démocratie pour l'ombre de l'opinion. » Donc ça ne va pas vous surprendre, c'est pas chaud. Alors je vais prendre un ou deux exemples et peut-être que vous réagirez là-dessus. C'est une première série de mots. Vous n'aurez pas de mal à l'identifier, c'est la série socialiste, social-démocrate, social-libéral et néolibéral. Et puis une qui est propre aux Lyonnais, notre maire s'est fait élire comme socialiste, puis s'est déclaré socialiste de l'offre, c'est pas surprenant, et maintenant il est socialiste de l'entreprise. Alors, la question qui se pose, que comprend le citoyen lambda qui a voté pour un maire socialiste lorsque celui-ci lui dit qu'il est socialiste de l'offre? Alors je suppose qu'il va penser que le maire va lui offrir quelque chose, donc il sera d'accord. Mais sinon, s'il a mauvais esprit et un peu de curiosité, il va aller dans Wikipédia. Wikipédia, article « L'économie de l'offre ». L'économie de l'offre est une école de pensée associée au changement de la politique économique américaine sous la présidence de Ronald Reagan, au point qu'on la désigne souvent par le terme Reaganomics. D'où une immense perplexité. Où est ma gauche? Où est ma droite? Que faire? Première solution, chacun fait attention aux mots, va voir leur signification dans le dictionnaire, utilise son esprit critique, ou bien comme les intermittents du spectacle, qu'il ne faut pas oublier aujourd'hui, il faut créer une commission des mots et modifier les mots qui ont été dévalués, qui ont été manipulés. Ou bien, selon le sociologue Luc Boltanski, c'est la responsabilité des intellectuels. Une des premières tâches à laquelle les intellectuels, qu'ils soient écrivains, philosophes ou qu'ils pratiquent les sciences sociales, sont aujourd'hui confrontés, à laquelle ils sont confrontés, consiste donc à se réapproprier un langage détourné. Donc moi, c'est la première question que je vous pose, ce sera peut-être la seule parce que le temps a tourné. Comment voyez-vous l'effort pour se réapproprier le langage détourné? J'aurai plus tard, peut-être si on a le temps, à vous parler de, vous y avez fait allusion, la pensée trop courte, la soi-disant pensée en 140 signes, ce que j'appelle la pensée oui de Twitter, ça veut dire gazouiller. Voilà. Mais c'est une question très difficile. C'est quand je suis un peu embarrassé face à une question difficile, en principe, je m'en sors par un espèce de joker que j'ai trouvé chez Freud, qui dit celui qui pose une question, l'idée de la réponse. Mais je vais quand même essayer, mais j'aimerais bien entendre aussi votre réponse. Si vous voulez, moi, je le dis depuis pas mal d'années maintenant, j'ai participé à pas mal de luttes tout à fait modeste, mais en ce sens, je pense que vraiment la notion de valeur est essentielle. Donc c'est pas une valeur, c'est pas au sens simplement, comment dire, métaphysique du terme ou moral et autres. C'est valeurs au sens, si vous voulez, d'une morale, d'une psychologie et d'une politique du commun, justement. Et je crois que aujourd'hui, il nous faut refuser ces modes d'évaluation.
Alors, je crois qu'il est clair, par exemple, que l'évaluation des pratiques à l'hôpital, à l'université et ailleurs, ça ne doit pas être que l'affaire des professionnels. Sinon, il y a le risque de retourner dans un corporatisme qu'on connaît bien. Ça doit être, je dirais, l'affaire à la fois des professionnels, de ce qu'on appelle des usagers, j'aime pas trop ce terme, des citoyens, pour aller vite, qui bénéficient de ces services, avec bien sûr aussi les financiers, que ce soit l'État ou le privé et autres. C'est-à-dire qu'il faut vraiment recréer, donc, avant de parler de comment se rapproprier le langage, mais je pense qu'il faut se réapproprier les conditions qui permettent la production du langage. C'est-à-dire que aujourd'hui, la censure, elle porte pas tellement sur le contenu des discours. Vous pouvez à peu près, je dis bien à peu près, dire n'importe quoi. Je dis bien à peu près. Bon. La censure aujourd'hui, elle est beaucoup plus insidieuse. Elle passe par les conditions de production des discours. C'est-à-dire que vous devez passer par un certain chemin. Et si vous n'empruntez pas ce chemin qui est balisé pour vous, vous devenez invisible. On voit très bien à l'université. À l'université, par exemple, on ne lit plus les thèses ou les articles d'expertise. C'est interdit, quasiment. Ce qu'on va regarder, c'est, si vous voulez, le nombre de pages, c'est la composition formelle du jury, c'est les publications dans telle ou telle revue. Les revues, c'est pas l'article publié qui intéresse, c'est la marque de la revue. Et on est dans une politique de la marque de la revue, c'est dans une société du spectacle et de la marchandise, pour le dire autrement. Donc, il vaut mieux publier un article complètement merdique, mais dans une revue de marque, que publier un article génial dans une revue grise. Donc, si vous voulez, je réponds juste un peu à côté, mais avant même de nous réapproprier, si vous voulez, le langage, encore que je pense qu'on n'est pas aussi obligé de parler de performance, on n'est pas obligé d'emprunter les termes troubles du comportement, par exemple. Ça paraît dans le champ de la psychiatrie, ça paraît anodin. Hein. Il y a ces manuels stupides, DSM 1, 2, 3, 4, 5, le trouble du comportement, comme vous savez, le manuel statistique de trouble du comportement. Bon, mais trouble du comportement, c'est très grave de parler du trouble du comportement, parce que c'est une traduction de disorder, comme vous savez, c'est-à-dire qu'en gros, ça transforme déjà la fonction du psychiatre et du psychologue en hygiéniste du corps social. C'est-à-dire qu'en gros, la souffrance, à ce moment-là, n'est rien d'autre, voyez, n'est rien d'autre qu'un trouble du comportement. C'est-à-dire que quelque chose qu'il faut éradiquer. Mais parfois, c'est normal de souffrir. Et je vais même vous dire, j'ai un nombre de décennies important derrière moi de pratique clinique. Parfois, c'est les plus fous, les plus malades qui ne souffrent pas. Les plus malades. Soit parce qu'ils ont glacié, si vous voulez, les affects, soit parce qu'ils sont tombés dans une espèce d'indifférence. Dont Georges Simmel disait par exemple que ce qui était terrible dans les grandes villes, c'est l'indifférence qui n'est rien d'autre qu'une forme de haine. D'ailleurs, vous passez à côté de quelqu'un qui souffre, qui saigne, vous vous écartez pour attacher votre pantalon. C'est ça l'indifférence. Et que d'un coup, vous désavouez l'existence. C'est comme si vous le tuez une deuxième fois. Voyez. Donc, je crois qu'il est très important qu'on puisse, encore une fois, trouver les moyens de retrouver le langage commun. Le langage commun, moi, c'est un peu ce que j'ai appris, parce que j'étais un vieil universitaire très spécialisé, quoi. Je suis comme tout le monde. C'est ce que j'ai appris par les performances, non, les prestations, les activités, les pratiques que j'ai depuis quelques années, au-delà du champ restreint, si vous voulez, de ma spécialité. C'est-à-dire aller parler. Et c'est pas facile. Même aller parler à la radio, à la télé, c'est pas facile. Et ça nous oblige à parler autrement des choses. Et avec une exigence souvent intellectuelle bien plus grande que quand vous êtes entre vous et vous faites des clins d'œil avec des tics de langage qui font dire on est de la même bande. Donc, déjà, redonnons-nous la possibilité de parler entre nous, de palabrer.
de raconter. J'étais chez Vivray hier, je vous l'ai dit, il y avait des arbres à palabres comme ça. On se passe le micro, on se passe le bâton, et on peut palabrer. Et c'est pas si facile que ça. Et ça, c'est essentiel. Et l'article de Benjamin, auquel je faisais allusion, vous le savez, il dit il y a eu un moment où il n'a plus été possible aux humains de transmettre leur expérience parce qu'ils n'avaient plus dans la culture de quoi trouver des moyens de la dire. Et il lui date des choses de manière très précise, puisqu'il date de la Première Guerre mondiale. Il dit des soldats sont revenus du front, ils avaient vécu une industrie de la mort, une industrie de la haine, de la destruction. Rien dans ce qu'ils avaient reçu ne les préparait à vivre cette expérience, et donc ils ne peuvent pas la parler.